cette journée d'entretien exclusif, de débat à la 15e édition du Sommet des leaders de la finance avec, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Nguyen, directeur IA au sein de BMA. Bonjour Julien. Bonjour, enchanté. Et Yosra Jaraya, vous êtes co-founder et CEO d'Astran. Bonjour. Merci. Vous avez parlé à l'instant de digitalisation des processus financiers avec deux axes, je crois, un peu différents. D'une part, et on l'a bien compris, chez BMA, vous avez l'IA chevillée au corps. Et vous, Julien, vous venez pas nous parler de comment vous le faites chez BMA, mais vous venez nous parler de comment vous le faites chez vos clients. Oui. Avec des cas d'usage ou en tout cas, voilà, vraiment des facteurs clés de succès d'implémentation de l'IA, de comment est-ce qu'on y va, est-ce qu'il faut y aller très vite et beaucoup dépenser, est-ce qu'il faut y aller step by step, est-ce que c'est du make or buy. On va parler de ces sujets. Pour vous, Yosra, vous êtes plutôt sur un sujet de résilience et de performance, de robustesse des systèmes d'information financiers. Et c'est très important parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et je pense que les personnes qui nous écoutent seront très intéressées par vos propos. On commence d'ailleurs par vous, Yosra, si vous le voulez bien. Alors, Astran, ça a été créé il y a combien de temps? Il y a 4 ans. 4 ans. Oui. Vous êtes aujourd'hui combien de personnes? On est 15. 15. Et vous êtes dédié à la fonction finance. Tout à fait. Et à voir, à comprendre, à auditer et à mettre en place des solutions derrière pour améliorer la robustesse et donc la résilience, la résistance des processus financiers, si je comprends bien. Mais corrigez-moi, je vous en prie. C'est ça. On est un éditeur de logiciels spécialisé dans la résilience, la robustesse des opérations financières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en cas de cyberattaque, panne, incendie, on en a vu beaucoup récemment, ou problème géopolitique, l'équipe finance doit absolument pouvoir faire ses processus les plus vitaux. Payer ses fournisseurs critiques, payer ses salariés, payer les dividendes. Elle a un certain nombre de sujets sur lesquels elle doit assurer une réalisation, quoi qu'il advienne, de son système d'information. Et donc nous, c'est pour répondre à ce besoin qu'on a créé donc Astran, une plateforme qui va permettre d'avoir au même endroit les workflows nécessaires pour approuver un certain nombre de décisions et qui vont répliquer un peu un système ERP ou TMS simplifié, mais aussi toutes les données les plus critiques qui vont être stockées de manière extrêmement sécurisée et qui vont être tout le temps disponibles. Vous me parlez de serveurs sécurisés, je dois vous demander où sont-ils localisés? Alors, en plus d'être en Europe, mais ça, tout le monde va dire la même chose, on a breveté 2 dispositifs qui vont nous permettre d'encoder et de découper la donnée et ensuite de la distribuer sur plusieurs nœuds de stockage cloud, ce qui fait qu'aucun fournisseur cloud n'a accès aux données et aussi qu'on n'est pas dépendant d'eux pour accéder aux données. Donc même si un ou plusieurs ne sont pas disponibles, vos données sont toujours là à votre disposition sur notre plateforme. Et donc ça, c'est breveté par vous? Exactement. On a obtenu 2 brevets européens qu'on est en train d'étendre aux États-Unis et au Canada. Parfait. Vous êtes en fundraising ou vous avancez comme ça tout seul? On a déjà levé 11 millions d'euros à date et on prévoit une nouvelle levée de fonds l'année prochaine. Attends, mais donc ça veut dire que les 11 millions d'euros, vous les avez burn en développement, mais vous n'êtes que 15. Alors ça veut dire que vous avez énormément déployé d'argent sur de l'infrastructure, sur du dev, sur... J'ai pas dit que j'avais plus de cash en banque. Bien sûr, mais vous prévoyez déjà la levée d'après. Ça, c'est pour suivre quoi. Ah oui, d'accord. On est champion français, on vise le championship européen. On vise le championship mondial et donc pour ça, il nous faut des moyens beaucoup plus conséquents parce que sur un certain nombre de marchés, il faut investir énormément en sales et marketing pour avoir une présence. Et donc avec nos moyens actuels, on peut bien sûr continuer à se développer, mais vu qu'on veut aller vite et aller loin, on aura besoin d'une levée complémentaire l'année prochaine. Bon, en tout cas, on suivra Astran de très près, puis on va continuer à se parler. Avec plaisir. Juste pour revenir à Julien, donc, on parlait d'adoption d'une thématique risque et derrière d'une solution qui se présente pour sécuriser les flux dans leurs opérations, mais aussi la data en la découpant à la totale. L'adoption, c'est un sujet qui vous rassemble tous les deux, parce que même si ce n'est pas exactement les mêmes sujets, mais l'adoption de l'IA, on est au cœur de est-ce que c'est vrai ou pas l'IA dans la fonction finance aujourd'hui, est-ce que ce sera demain? Certainement, on n'est pas là pour dire autre chose, mais qu'est-ce qui fait que l'IA aujourd'hui, on sent par exemple en 2025 que l'adoption est là, que les use cases sont là, par briques, par agent peut-être? Et qu'est-ce que vous ressentez, vous qui conseillez des entreprises sur le terrain? Alors je vais commencer avec 2 chiffres. Le premier, dans un grand journal économique qui indique que 40% à date des entreprises ont franchi le cap de l'IA et l'IA générative.
Et le deuxième, c'est une étude de, je sais pas si j'ai le droit de le dire, de Gartner, qui indique que 80% des entreprises d'ici 2026 auront intégré l'IA générative. Donc ça, c'est un constat et une étude. Dans les différentes directions financières que je rencontre me posent une même question à chaque fois. Oui, j'ai entendu parler de l'IA, qu'est-ce que c'est et comment je dois m'y prendre? Donc là, l'élément est vraiment la méthodologie, parce qu'il y a vous avez une crainte, on en parle beaucoup. Est-ce que l'IA va remplacer mes salariés, va prendre mon poste? Qu'est-ce que c'est capable de faire? Mais finalement, est-ce que c'est capable de bien calculer? On a vu, je ne vous rappellerai pas le modèle Lucid qui a été lancé. Et donc, l'élément de notre approche, c'est de mettre en place une méthodologie donc, sur l'identification. Donc on va en fait tout simplement partir des salariés qui connaissent leur processus. À partir du métier. À partir du métier. On va avec eux identifier les différents éléments, différents cas d'usage qu'ils peuvent rencontrer. Alors, on a eu un peu ce même élément à l'époque avec la Robotic Process Automation. Donc on identifie avec eux les points de douleur, on identifie avec eux les game changers, ce qui va pouvoir les aider, ce qui les contrarie aujourd'hui. Ensuite, on les aide à structurer donc, le nécessaire socle métier et data, donc, pour pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, faire participer l'ensemble des personnes et ne pas rentrer dans un cycle en V, plutôt être en mode agile. Commencer à développer petit, à déployer petit, donc, ce qui permet d'avoir un meilleur retour d'expérience. Il y a une espèce de win nurturing, quoi. C'est-à-dire on veut du win sur des cas concrets, même petits. Oui. C'est par les quick wins ou en tout cas les succès qu'on va arriver derrière à expand, quoi. Oui, surtout ne pas commencer par des gros projets transformationnels qui auraient effectivement un impact en ROI s'ils étaient menés, mais souvent ils ne sont pas menés. Donc ça, c'est les premiers points. Il faut commencer petit par des tâches vraiment métier définies. Et ensuite, une fois que, j'ai envie de dire, la preuve est faite, il faut passer sur l'étape d'après qui est la définition d'un plan de transformation numérique, digitale, et qui intégrera notamment l'infrastructure, la data, etc. Et le change management qui va avec tout ce qui est... Oui, mais si c'est excusez-moi, je vous ai coupé. Si finalement ça vient du métier, le change management est déjà à moitié acquis. En tout cas, vous aurez vos champions. Oui. Voilà, pour provoquer l'adhésion. Une question, oui ou non? Make or buy un chat GPT? Buy. Buy pour toi? Pour moi, sans aucun doute possible. Ouais. Parce qu'ils vont aller beaucoup plus vite. Après, c'est pas forcément ChatGPT, mais maintenant, il y a des éditeurs spécialisés sur plein de sujets. Et nous-mêmes, en étant spécialisés sur la résilience, on a intégré l'IA qui va bien pour renforcer la résilience. Et donc, il faut faire confiance, je pense, à ces outils. Ceux qui sont dédiés à ça. Ouais. Tu as le droit de dire l'inverse. Alors là, il y a débat, je crois. Je vois poindre un débat, peut-être. Non, aujourd'hui, on a des solutions qui nous permettent de développer les chatbots internes sécurisés. Beaucoup de groupes l'ont fait, en s'appuyant finalement sur des modèles proposés par, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des noms de marques, mais par du Microsoft Azure, par exemple, ou du AWS, voilà, comme ça il y a. Et on a des éléments d'ordre sécurisé avec des bonnes capacités d'exécution, donc on s'en approche. Après, vous êtes une entreprise américaine, vous êtes leader depuis 2 ans sur le marché, vous devez absolument conserver un avantage, etc. Forcément, les nouvelles fonctionnalités sortiront d'abord et seront plus efficaces, effectivement, dans leur environnement. Mais c'est leur légitimité et surtout leur survie. Quand on dit make or buy et qu'il vaut mieux buy, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément buy American. Hein. Ouais. Donc il faut aller regarder aussi ce que font nos entreprises. Et on a un avantage, c'est qu'on a d'excellents mathématiciens en France. Cet avantage se traduit dans le développement d'outils de cryptographie, dans le développement d'outils d'intelligence artificielle. Et il faut reconnaître ça et l'utiliser. Et en 2030, en tout cas, c'est la filière du quantique qui s'organise pour peut-être le quantique. Voilà. Aussi. Aujourd'hui, il fonctionne bien de façon virtuelle. On a très belle boîte en quantique aussi, tout à fait. On vient chacune enlever 100 millions sur les 6 derniers mois. On vous souhaite le même succès chez Astran. Merci. Allez, make or buy. Alors, make or buy pour vos solutions à vous. Buy, évidemment. Oui. Mais par contre, deuxième question.
je suis CFO, allez, boîte de 300 millions. Je travaille avec MS ou AWS déjà. MS me dit, mais nous, on sait faire ça. Est-ce qu'il faut une boîte spécialisée comme vous ou est-ce que MS, c'est déjà un premier point? C'est une question qui peut paraître facile de votre côté pour répondre, mais en tant qu'acheteur, vraiment, par rapport au fait qu'on va me dire, mais attends, tu es déjà dans 365, tu as la licence 5 qui va bien, qui te permet de tout faire, pourquoi aller chercher un truc ailleurs alors que moi je te propose un truc ultra safe? Bien sûr. Alors, bien sûr, ce qu'ils proposent est sécurisé, mais il est sécurisé selon leurs standards. C'est-à-dire qu'ils ont accès aux données, même quand elles sont chiffrées. Et donc, l'idée, ce n'est pas de mettre toutes vos données chez Astran, absolument pas. Mais les plus critiques, oui. Donc, gardez MS, gardez AWS, gardez ce que vous voulez. Pourquoi pas OVH d'ailleurs, pour toutes vos données. Mais par contre, quand il s'agit de données extrêmement critiques, qui vous ont coûté extrêmement cher à acheter, par exemple, le PDG de Total Energy déclaré, alors je ne veux pas citer d'événement, mais déclaré un événement de cybersécurité il y a quelques semaines. À Lille ? Tout à fait, à Lille. Que pour une partie de ces données les plus critiques, il ne pouvait pas envisager de les mettre ailleurs que dans quelque chose qui soit propriétaire, soit européen, et en tout cas extrêmement sécurisé. C'est de ça qu'on parle. C'est qu'est-ce qui est le plus vital, qu'est-ce qui est le plus critique, et ça là-dessus, des solutions plus spécialisées vont faire un meilleur job parce qu'elles se seront spécialisées pour ce type de données-là, pour ce type de processus critique-là, qu'un généraliste dont le but est de tout couvrir. Voilà. Vous avez des chiffres sur les attaques, par exemple, cyber, que subissent les directions financières françaises? It's a thing. Alors, oui, un exemple pas français, mais qui date de littéralement avant-hier. Marks & Spencer vient de déclarer qu'il perdait 300 à 350 millions de résultats nets sur un résultat net total de 600 millions cette année à cause d'une cyberattaque. Donc on ne parle pas de l'épaisseur du trait, on parle de quelque chose qui peut vraiment ébranler la confiance des investisseurs, surtout pour une entreprise cotée. C'est inacceptable qu'une entreprise cotée puisse s'arrêter de payer ses fournisseurs, de payer ses salariés. Et donc l'impact, il est vraiment gigantesque. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les grands CFO se saisissent de ce sujet et n'attendent pas après l'IT, font plutôt un partenariat avec l'IT pour trouver une solution et avoir une meilleure résilience. Merci Oscar. On vient de parler de grands groupes cotés. Dernière question à Julien. Étant donné que l'IA est une transformation de fond, quand on est dans un grand groupe ou un groupe familial, on n'a pas la même ownership soi-même en tant que dirigeant que quand on est sous LBO, pour plein de raisons. Il se trouve que BMEA fait aussi du TS, du Transaction Service, et est présent sur la partie un peu private equity. Est-ce que l'IA va plus vite dans des boîtes sous LBO ou dans le non-coté avec des investisseurs, parce qu'un investisseur rentre pour aller 6, 8, 10 ans, ou pas du tout? Alors à ce jour, les différents chiffres, les différentes études ont montré que l'impact, l'adoption était plus importante sur les grands groupes. Donc là, ce n'est pas une question finalement de la nature juridique, mais elle se faisait sur la taille du groupe et sur leur capacité à engager des moyens, notamment sur la data. Donc, je ne peux pas répondre directement à votre question, puisqu'en fait, ce n'est pas cette nature-là, mais au contraire, c'est les éléments qui sont mis en œuvre, en fait. Vous l'avez dit, il y a des datas, mais la data pour la finance est une data silotée et nécessite en fait d'avoir des référentiels harmonisés pour pouvoir ensuite être pleinement exploités. Donc c'est le travail qui va être fait en amont, le temps que vous allez consacrer, l'argent que vous allez mettre, la capacité à se tromper, à accepter de garder un budget sur l'erreur, c'est avoir des collaborateurs motivés, formés, et surtout des collaborateurs finalement qui sont clés. C'est ça qui va permettre une meilleure adoption, bien plus qu'une nature ou en tout cas des... Merci Julien. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Pour votre présence. Je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous pour votre présence, votre fidélité. Nous vous retrouvons pour la suite des programmes dans un instant. C'était le sommet des leaders de la finance pour sa 15e édition. Vous êtes sur Bismart.